Prendre nos bonnes vieilles habitudes pour reprendre sur différentes lectures, surtout vu le climat que l'on voit au niveau politique, que ce soit en Belgique ou en France, par rapport aux musulmans que l'on essaie d'ostraciser, par rapport à leur citoyenneté, pour mieux les stigmatiser dans la société. On voit très bien ici en Belgique comment le mouvement réformateur, avec des personnes comme Madame Florence Bergeau-Blacker, stigmatise en permanence les musulmans, alors qu'elle a été déjà, conspuée par les classes intellectuelles françaises et de chercheurs comme d'historiens en France. Elle reprend du poil de la bête en Belgique. D'ailleurs, il faut savoir, pour que vous le sachiez, pour ceux qui ne le savent pas, qu'elle est derrière d'ailleurs l'observatoire dit de l'islamisation que Madame Fadela Maroufi reprend, mais c'est bel et bien, ça a bel et bien été fondé principalement aussi par Madame Bergeau-Blacker, pour que vous le sachiez. Donc toute cette nébuleuse MR, Bergeau-Blacker, les frères musulmans, Fadela Maroufi, l'observatoire de l'islamisation, ce sont les mêmes, et ce sont les mêmes aussi qui défendent l'État sioniste d'Israël, qui crachent en permanence sur les musulmans de Belgique comme de France, en leur reniant leur citoyenneté et en nous important le problème et des faux problèmes soi-disant de frères musulmans. On les voit nulle part, mais ils arrivent à les voir de partout pour brandir et montrer du doigt les musulmans comme le potentiel danger, alors que le véritable danger sont les sionistes qui sont en Europe, qui essayent de déstabiliser la France et la Belgique par rapport au conflit israélo-palestinien et qui prennent toutes les antennes et qui n'arrêtent pas de vomir sur les musulmans en se faisant passer patriotes, mais en mettant d'abord l'intérêt et les avantages d'Israël, d'ailleurs qui a été condamné internationalement et pour lesquels jusqu'à présent, en France comme en Belgique, on tortille des fesses pour pouvoir enfermer toutes les personnes qui justement poussent à cette politique abjecte, à ce génocide, et qui ne condamnent pas et qui sont complices de ce génocide d'une manière passive ou active. Parce que je suis désolée pour des Israéliens qui ont des doubles nationalités et qui font soi-disant de l'humanitaire en Israël pour aller dégommer et faire leur service pendant 2 ans là-bas, pour aller dégommer du Palestinien et qui reviennent bredouilles, tranquillou, en France comme en Belgique sans jamais avoir été inquiétés, comparé à ceux qui allaient en Syrie et qu'il fallait enfermer pour les personnes qui étaient parties en Syrie, qui avaient fait pour certaines d'entre elles des carnages là-bas. Là, on n'a pas hésité, mais bizarrement, ces criminels de guerre circulent le plus impunément possible en France comme en Belgique, en ayant les soutiens des des médias publics que nous payons avec nos impôts et avec des chaînes qui sont subsidiées et qui sont en fait des outils de propagande pour la politique israélienne. Et on est complètement infiltré par les sionistes en Belgique et en France. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune personnalité politique qui condamne fermement Israël sans tortiller des fesses et prendre des mesures à la hauteur. On a attendu près de 2 ans que tout le monde se fasse massacrer en Palestine. 2 ans. I24 a lancé des fausses allégations concernant les 40 bébés tués. Cela a été enlevé. Vous avez qu'à regarder
sur ma chaîne, je vous ai mis comment dire, un condensé d'informations un peu humoristique, mais on rit jaune parce que la propagande est puissante. Et si vous ne voulez pas vous ouvrir les yeux, ben, ne vous étonnez pas, vous êtes aussi colonisés et les prochains sur la liste d'Israël, c'est la France et la Belgique. Croyez-moi. Déjà, vous êtes colonisés, vous êtes majoritairement tous soumis en tant que peuple à vous taire. Et on se taira pas. Et ceux qui l'ouvrent le plus, ce sont les musulmans. Les musulmans qui défendent aussi bien ceux qui sont pas musulmans et qui veulent de la justice pour tous. Et qu'on montre matin, midi, soir du doigt, mais à qui on ne donne jamais réellement la parole. Donc maintenant, je vais rebondir parce que par rapport à ce qu'on nous voit là, les frères musulmans, tout ça c'est de l'endormissement. Ça c'est du vrai conspirationnisme. Alors il y a des personnes qui sont versées dans la théologie et qui sont même des musulmans convertis qui ont écrit des livres qui sont très intéressants. Et je vous recommande vraiment ce livre que j'ai déjà depuis plusieurs années et qui a été écrit par monsieur Homero Mariongou Peria. En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans, avec des questions-réponses très intéressantes. Je vais vous lire quelques chapitres. Il y avait aussi voilà les identités meurtrières, des passages où il parle un peu de tout. Alors je suis à la troisième partie, mais vous pouvez, c'est 10 €. Enfin, moi à l'époque je l'ai acheté 10 €. Vous pouvez le trouver. Je vais vous lire déjà vite fait pour vous faire vite un petit descriptif, un petit état des lieux. Donc, dans 20 ans, ça c'est les clichés qu'on aime bien, avec lesquels on aime bien faire peur les personnes. Dans 20 ans, une bonne partie des églises seront des mosquées. Ça c'est les allégations des allégations que l'on retrouverait facilement dans la bouche d'une personne islamophobe qui se fait chercheuse des questions de l'islam et qui n'a rien justement, qui est partisane, qui n'a rien d'une chercheuse, hormis quand elle était dans son domaine de prédilection à la base, qui était au CNRS. On lui donne indûment un statut de chercheuse, mais en fait, c'est une propagandiste pro-israélienne, pro-sioniste, qui veut nous mettre le feu en Belgique et qui pas plus tard que le mois de septembre dernier, il y a moins d'une semaine, était au mouvement réformateur pour faire toute sa politique dégueulasse raciste avec Georges-Louis Boucher et tous les autres dans un pseudo-débat d'onaniste qui sont foncièrement islamophobes, d'accord, et qui veulent mettre une politique foncièrement islamophobe en Belgique. Donc, dans 20 ans, une bonne partie des églises seront des mosquées. Ouvrez les guillemets, l'islam opprime les femmes. Il est inadapté, moderne, incompatible avec les valeurs de la République française. On peut continuer avec la Belgique, nos valeurs démocratiques, tout le bazar. Les salafistes sont tous des terroristes. Les clichés et idées reçues sur l'islam et les musulmans foisonnent. Sur fond d'ignorance, madame, et tous les autres qui vous suivent, hein, et de confusion, où l'on mélange indistinctement le Coran, la charia, les cultures et les civilisations dont l'islam a été le vecteur. Or, la religion musulmane ne se résume pas à une pratique rigoriste, ni à des groupes intégristes prônant l'instauration d'une société régie par la charia ou qui adoptent une lecture figée du Coran et de la tradition prophétique. L'islam est divers, traversé de tensions, la pratique religieuse des musulmans est variée, leur lecture du Coran très personnelle et les nombreux préjugés masquent la réalité de ce que vit l'immense majorité des musulmans qui participent à la société. Statut du Coran, relation avec les pays occidentaux, quotidienne, place de la religion dans la laïcité, violence, en s'attaquant à plus de 80 idées fausses, rumeurs, approximations concernant l'islam et les musulmans, Homero Mariongou Peria propose une parole libre et apaisée destinée à tous les citoyens qui refusent que cette religion soit stigmatisée. L'auteur, Homero Mariongou Peria, est docteur en sociologie de l'ethnicité et des religions, spécialiste de l'islam français. Il est chercheur associé à l'IPRA, Institut de recherche sur le pluralisme religieux et l'athéisme.
et directeur scientifique d'ECLE, European Center for Leadership and Entrepreneurship Education, l'éducation de l'entrepreneuriat. Intervenant régulier dans l'émission Islam diffusée chaque dimanche matin sur France 2. Il est l'un des initiateurs du Forum islamo-chrétien de l'Ouest de la France. Donc, on va aborder vite fait un ou deux petits chapitres qui vous donneront, j'espère, l'envie de le lire. Il fait 10 €. Homero Marion Gouperia, c'est pas d'aujourd'hui qu'il est sorti, hein. Il est sorti il y a quelques années déjà. En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans. Donc je prends la troisième partie sur les relations entre l'islam, les musulmans et les pays occidentaux. Alors ça c'est la question 26. Les musulmans veulent prendre leur revanche sur l'Occident qui les a colonisés. Faux. De qui parle-t-on exactement en évoquant des musulmans qui veulent prendre leur revanche sur l'Occident qui les a colonisés? Et de quel Occident parle-t-on? Si on évoque les musulmans français et leur relation à la France, cette affirmation est complètement fausse. Et on pourrait en dire de même des musulmans citoyens des différents pays du monde occidental. Certains musulmans sont d'ailleurs européens depuis plusieurs siècles. Ils sont de culture européenne et ils parlent la langue de leur pays respectif. On peut citer à titre d'exemple les musulmans de Russie et des Balkans. Certes, la présence musulmane en France est avant tout liée à la conquête de l'Algérie, à la colonisation, puis à l'immigration de travailleurs venus des anciennes colonies à partir des années 60. Mais elle est également liée à l'engagement des troupes coloniales pour défendre le pays. Merci à mon arrière-grand-père, commandant, cravate de commandeur, 27 ans de service, première, deuxième guerre mondiale. Prenez tout ça dans vos chicots, à tous les rageux. Commandant français. Commandant français, il était tirailleur algérien, il a commandé les Goum marocains, tunisiens, algériens. Il s'est retrouvé jusqu'en Allemagne. Il a fait 27 ans de service. Et il est devenu commandant. Et on l'a fait français en 1948 à la fin de la guerre mondiale. Il a été gradé avec la cravate de commandeur au temps de De Gaulle. Voilà. On continue à ceux qui veulent nous faire étrangers. On vous a libéré de la botte des nazis et maintenant vous nous ramenez encore des nazis judaïsés. Enfin, ils n'ont rien à voir avec le véritable judaïsme. Hein. Des boches judaïsés. Pro Herzl, l'athéiste d'Ukraine. Hein, l'athée d'Ukraine. Herzl, c'est un Ukrainien. N'est-ce pas? Sion. Le peuple de Sion. Il faut connaître. On continue. Mais alors je disais, puis à l'immigration des travailleurs venus des anciennes colonies à partir des années 60, mais elle est également liée à l'engagement des troupes coloniales pour défendre le pays. Au XXe siècle, en pleine époque coloniale, les bataillons de tirailleurs d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne ont été mobilisés pour défendre l'honneur et l'intégrité de la France. Il est important que cette histoire soit ravivée dans la mémoire collective pour ne pas laisser place à l'idée selon laquelle les musulmans français n'ont jamais porté d'intérêt à leur pays. Question 27. L'islam a toujours été en guerre contre l'Occident. Faux. L'idée d'un conflit perpétuel entre l'islam et l'Occident est très ancrée dans l'imaginaire des idéologies politiques et philosophiques extrêmes. La victoire de Charles Martel au 8e siècle sur une petite troupe musulmane aux environs de Poitiers a longtemps été mise en scène dans l'histoire de France comme l'événement majeur de la victoire du christianisme et de l'Occident sur l'islam. Cette manière de voir en l'islam l'ennemi perpétuel au-delà du fait qu'elle est complètement inepte au culte de toute la richesse des rapports que les musulmans, dont certains ont toujours été occidentaux, ont entretenu avec les non-musulmans en France, en Espagne et au sein même du monde musulman, du Maghreb jusqu'en Asie du Sud-Est. Lorsque Charlemagne a été couronné empereur en 800, le calife musulman Haroun el-Rachid lui a offert en cadeau un éléphant. Durant tout le Moyen-Âge, le monde de l'islam et celui de la chrétienté ont été constamment en contact, malgré les épisodes des croisades,
à travers des rapports entre États et grâce aux multiples échanges culturels, commerciaux et intellectuels. Les nombreuses correspondances diplomatiques entre Soleiman le Magnifique, sultan ottoman et différents chefs d'État européens ont été conservées. Parmi elles, un groupe de lettres atteste de la réponse favorable du sultan à la demande de protection formulée par François Ier en 1526, alors qu'il était prisonnier de Charles Quint. Plusieurs accords commerciaux importants ont longtemps lié la France et l'Empire ottoman. D'un autre côté, après la chute de Grenade en 1492, de nombreux musulmans espagnols, les Morisques, ont fui progressivement l'Espagne en transitant par le sud de la France. Parmi eux, plusieurs dizaines de milliers se sont établis en France, amenant avec eux des savoir-faire dans le domaine de l'architecture, de la céramique, du travail du cuir, entre autres. Avec l'arrivée de Napoléon Bonaparte en Égypte en 1801, les contacts entre l'Occident et les pays d'islam se sont intensifiés sur fond d'entreprises coloniales, mais avec de fortes interactions politiques, économiques, culturelles, ainsi que dans le domaine des savoirs. 28. Dans 20 ans, une bonne partie des églises seront des mosquées. Faux. Cette idée fausse a alimenté les polémiques sur l'invasion islamique en France, suite aux propos de Dalil Boubekeur, invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 pour évoquer plusieurs questions relatives à la pratique de l'islam en France. En France, suite aux propos de Dalil Boubekeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris, le 14 juin 2015, retenez, le 14 juin 2015, invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 pour évoquer plusieurs questions relatives à la pratique de l'islam en France. Il proposait que les musulmans récupèrent des églises vides pour les transformer en mosquées. Il n'en fallait pas moins pour déclencher des fantasmes sur la transformation de la France en Islamistan. Il est bien étrange que l'on puisse penser qu'il soit possible de transformer aussi facilement une église en mosquée. La réalité historique est que l'Église catholique, à partir des années 1970, a mis à disposition des fidèles musulmans des salles, parfois des églises désaffectées, mais dans une proportion qui demeure très anecdotique. Dans quelques cas comme à Lille et à Nantes, les musulmans ont acheté par la suite le bâtiment pour le transformer en mosquée. Ces acquisitions ont fait l'objet d'un accord préalable de l'Église catholique et on ne compte pas à ce jour de quelconque demande faite par des associations musulmanes pour acheter des églises et les transformer en mosquées. D'ailleurs, pour qu'une telle situation se produise, il faudrait à la fois que les musulmans fassent de nombreuses demandes d'acquisition d'églises, que les évêques des diocèses donnent leur assentiment et que d'un commun accord avec les pouvoirs publics, la procédure de désaffection du bâtiment soit entérinée. Sachant qu'il y a en France environ 45 000 églises, bâties avant la loi de séparation, qui sont la propriété des communes ou de l'État, la crainte au sujet de cette transformation du paysage cultuel français relève d'un fantasme complet. Sur le plan juridique, l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes donnent aux groupes de fidèles et aux associations cultuelles une jouissance gratuite, exclusive et perpétuelle des églises dont les collectivités sont propriétaires. Seule une procédure de désaffection peut mettre un terme à cette jouissance dans des cas très précis mentionnés à l'article 13 de la loi de séparation. Le décret 70-220 du 17 mars 1970 prévoit quant à lui la possibilité que la désaffection de l'église soit prononcée par un arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal et avec le consentement écrit de l'évêque et non pas simplement d'une curée de la paroisse. Voilà. Continue. Un petit peu. Je suis à du 19 minutes. Je vous le clôture en 25 petites minutes en condensé de culture générale qui ferment caquer à ces ignorants qui n'arrêtent pas de parler et de crier au feu alors que c'est eux qui mettent le feu et qui aident les incendiaires à Gaza. Ce n'est pas monsieur qui? Monsieur Georges-Louis Boucher, monsieur Denis Ducarme, madame
Florence Bergeau-Blacker, qui condamne un seul acte de Netanyahou et d'Israël, alors que Israël a été condamné avec Netanyahou devant la Cour internationale pénale. Ça ne les dérange pas de ne pas respecter les institutions internationales. Que quand ça les arrange, ils font leur shopping. Et ils sont complices. Les nazis ont prospéré parce qu'il y avait des collabos. Et les nazis d'Israël prospèrent parce qu'il y a aussi des collabos en Europe, dont Georges-Louis Boucher, le mouvement réformateur pour une grande partie, et qui ne dit mot consent. Donc levez-vous, ceux qui sont à l'intérieur du mouvement réformateur, levez-vous définitivement et clôturez cette problématique et prenez frontalement le taureau par les cornes. Tant que vous ne dites rien, vous êtes des collabos. Si vous n'approuvez pas, parlez. Et Bergeau-Blacker, tout cela, ces gens-là, sont des collabos. Et ils seront jugés en temps et en heure quand il y aura le procès de Nuremberg 2.0. Et ne croyez pas que vous allez tous vous échapper. Vous ne vous échapperez pas. Il y a une justice. La justice terrestre et la justice divine. Un jour ou l'autre, elle vous raflera. Tôt ou tard. La justice. De la justice, on demande. Et ces gens-là n'appellent qu'à la haine. Depuis qu'ils sont au pouvoir, n'ont fait que du désastre. L'enseignement, avec Glatini. On touche à des acquis sociaux déjà de base pour des luttes, près de plus d'un demi-siècle de lutte ouvrière, sociale. Et ces gens-là viennent au gouvernement depuis moins d'un an, 1 ou 2 ans. Ils ont tout bloqué. Ils ont bloqué le pays et ils sont en train de mettre les Belges dans la mise en cherchant à les rendre islamophobes parce que eux le sont, en cherchant à rendre le peuple belge collabo alors qu'eux le sont. Ils nous font la politique d'Hitler. Quand on a commencé à faire du nettoyage ethnique, ça a commencé un jour. Hitler, il est venu au pouvoir, il est venu avec ses guns. Hein. Il a parlé d'abord des 2 millions de chômeurs. Vous vous rappelez? Ou vous vous rappelez pas? Ça, c'est question de culture générale. On continue la question 29. Les musulmans imposent peu à peu leurs mœurs et leurs symboles religieux aux sociétés occidentales. Le port du voile pour les femmes, la viande halal, l'interdiction de l'alcool, les salles de prière, etc. Faux. Les musulmans sont-ils si influents qu'ils peuvent, à loisir, imposer leurs lois là où ils habitent? Veulent-ils réellement obliger les gens à se plier à la charia? Déjà, qu'est-ce que vous appelez par charia? Déjà, bizarrement, ils sont tous arabophones quand il s'agit de nous parler de notre religion. C'est nos nouveaux imams. Nous, on connaît pas. Nous, on sait pas. On sait pas, t'es complètement embrigadé, mais toi, tu connais pas ta propre religion. Moi, je vais t'expliquer. Les musulmans sont si influents qu'ils peuvent à loisir imposer leurs lois là où ils habitent. Non, ils sont tout simplement citoyens. Et quand il y a des choses qui ne leur plaisent pas, ils disent les choses. Et ça ne vous plaît pas pour ceux qui sont très néocoloniaux dans leur tête. Qui ont raté 2 siècles d'histoire au passage. Ce genre d'affirmation part du principe qu'il y aurait une sorte de communauté soudée très nombreuse au sein de laquelle tous les musulmans penseraient la même chose. Voilà exactement le délire. Et qui voudrait dominer le monde. Le monde. Nous ne sommes pas loin, ici, des théories du complot qui considèrent que la société est dirigée dans l'ombre par des forces occultes. Tantôt liées au judaïsme, tantôt à l'islam, tantôt à la franc-maçonnerie. Oui, il y a de la franc-maçonnerie quand même, je suis pas très d'accord avec lui. Tantôt aux groupes financiers internationaux. Oui, ça c'est pas du complot, ça c'est un fait. Mais bon, c'est un ancien livre. Je pense que peut-être qu'il ne dirait plus les mêmes choses, un ancien livre. Il a au moins 10 ans ce livre. Je ne me trompe pas. Oui, puisqu'à l'époque, il parlait en 2015. Je pense qu'il est sorti en 2016, quelque chose comme ça. Ouais, 2016. Il est 2016. Donc là, on le voit clairement. Donc il y a des choses à dire. Donc, j'espère que ça vous donnera envie de lire. Il y a pas mal, hein. Franchement, il y a de quoi lire. Ouais, pour 10 euros, vous pourrez
On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais au moins ça amorce le débat. Voilà, donc j'ai fait 25 minutes. Bonne méditation et à bientôt.